En août 1989, une famille de 4 personnes est partie faire du camping dans les Alpes françaises. Vincent et Caroline Mercier, accompagnés de leurs 2 enfants Julien et Sophie, connaissaient bien la région. Ils avaient choisi le Val de Champoléon, un endroit qu'ils fréquentaient depuis des années. Le lundi matin, quand Vincent ne s'est pas présenté à son travail au lycée de Grenoble, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Les gendarmes ont retrouvé leur campement intact, les sacs de couchage encore déroulés, la nourriture dans les glacières, mais aucune trace de la famille. Pendant 15 ans, personne n'a su ce qui leur était arrivé. Puis en 2004, après un glissement de terrain, un ouvrier municipal a découvert quelque chose dans les décombres. Un appareil photo jetable Kodak, jauni par le temps, recouvert de boue séchée. Quand les techniciens de la gendarmerie ont développé les photos, ils ont découvert 27 images qui racontaient une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Les dernières photos montraient quelque chose de si troublant que plusieurs enquêteurs ont dû quitter la salle d'examen. Comment une simple sortie en famille, dans un lieu familier, a-t-elle pu se transformer en une tragédie que même les équipes de secours les plus expérimentées n'avaient pas envisagée? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Grenoble, nichée au cœur des Alpes françaises, est une ville où la montagne fait partie de la vie quotidienne. En 1989, la ville comptait environ 150 000 habitants et presque chaque famille grenobloise avait ses coins secrets dans les massifs environnants. Le Val de Champoléon, situé dans les Hautes-Alpes à environ 70 km au sud de Grenoble, était l'un de ces endroits prisés des locaux mais peu fréquentés par les touristes étrangers. Cette vallée glaciaire, dominée par les sommets dépassant les 3000 mètres, offrait des sentiers de randonnée accessibles et des zones de camping sauvages tolérées par les autorités locales. Vincent Mercier avait 38 ans, en cet été 1989. Professeur de géographie au lycée Champollion de Grenoble depuis 12 ans, il était connu pour emmener ses élèves en sortie pédagogique dans les Alpes. Grand, avec une barbe brune soigneusement taillée et des lunettes rondes à monture métallique typiques de l'époque, Vincent incarnait le professeur passionné par sa matière. Ses collègues se souvenaient de son enthousiasme quand il parlait de géomorphologie alpine, de l'érosion glaciaire, des moraines et des torrents. Il possédait une collection impressionnante de cartes IGN qu'il annotait méticuleusement après chaque randonnée. Caroline, son épouse, avait 36 ans. Infirmière au CHU de Grenoble depuis 14 ans, elle travaillait au service des urgences. Brune, aux cheveux mi-longs, avec un sourire chaleureux que ses collègues décrivaient comme réconfortant pour les patients anxieux, Caroline équilibrait la vie de famille avec les horaires irréguliers de l'hôpital. Elle avait grandi à Gap, dans les Hautes-Alpes, et connaissait la montagne depuis l'enfance. Ses parents tenaient une quincaillerie dans le centre-ville de Gap, et elle avait passé tous ses étés à explorer les vallées environnantes. Julien, leur fils aîné, venait de fêter ses 12 ans en juillet. Élève en 5e au collège Fantin-Latour, il était un garçon curieux, passionné par la photographie. Pour son anniversaire, ses parents lui avaient offert un appareil photo réflexe Minolta d'occasion. Mais pour les randonnées, il préférait emporter des appareils jetables Kodak, plus légers et sans risque en cas de chute. Il remplissait des carnets entiers de notes sur les plantes alpines qu'il photographiait, rêvant de devenir botaniste. Sophie, 9 ans, était en CM1 à l'école primaire Clémenceau. Contrairement à son frère, elle préférait dessiner la nature plutôt que de la photographier. Elle emportait toujours un carnet à spirale et une trousse de crayons de couleur lors des sorties familiales. Blonde aux yeux bleus comme sa mère, Sophie était décrite par ses institutrices comme une enfant créative, mais parfois trop rêveuse en classe. Les Mercier habitaient un appartement de 90 mètres carrés dans le quartier de la Bajatière, au sud de Grenoble.
C'était un quartier résidentiel calme, construit dans les années 70, où les familles de la classe moyenne grenobloise vivaient dans des immeubles de 6 étages, entourés d'espaces verts. Leur Renault 21 Break blanche, immatriculée dans l'Isère, était garée dans le parking souterrain de l'immeuble. Vincent l'utilisait principalement pour les sorties en montagne, préférant le tramway pour aller travailler. Le couple formait ce que leurs voisins appelaient une famille modèle. Marcel et Denise Mercier, les parents de Vincent, habitaient à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue est de Grenoble. Marcel, 63 ans, était retraité de la cimenterie Vicat. Denise, 61 ans, avait été institutrice. Ils voyaient leurs petits-enfants tous les dimanches pour le déjeuner familial. Les parents de Caroline, Henri et Monique Fontaine étaient toujours à Gap où ils tenaient leur quincaillerie rue Carnot. Cette année-là, l'été avait été particulièrement chaud dans les Alpes. Grenoble avait enregistré des températures dépassant les 35 degrés en juillet, poussant de nombreuses familles à chercher la fraîcheur en altitude. Vincent avait prévu ce camping dans le Val de Champoléon depuis le mois de juin. Il connaissait un endroit précis, près du torrent de la Sévresse, où ils avaient déjà campé l'été précédent. C'était une zone autorisée, située à 1400 mètres d'altitude, accessible en voiture, puis par une marche de 20 minutes sur un sentier bien balisé. Le vendredi 25 août 1989, Vincent a terminé sa journée au lycée vers 16 heures. La rentrée scolaire était prévue pour le 4 septembre, et il profitait des derniers jours de vacances pour préparer ses cours. Caroline avait pris son week-end, ayant travaillé le mercredi et le jeudi précédent, aux urgences. Les enfants, en pleine forme après 2 mois de vacances chez leurs grands-parents, étaient impatients de partir. Vers 17h30, les Mercier ont chargé leur Renault 21. Les voisins du 3e étage, monsieur et madame Blanc, les ont vus descendre leur matériel. 2 tentes Jamais, une grande pour les parents et une plus petite pour les enfants. Des sacs de couchage, une glacière Coleman bleue, un réchaud à gaz Camping Gaz, des provisions achetées au continent de Comboire. Julien portait son sac à dos orange vif, contenant ses carnets, et 3 appareils photo jetables Kodak. Sophie tenait son sac avec ses affaires et son matériel de dessin. Madame Blanc se souvenait parfaitement de leur échange. Caroline lui avait dit qu'ils seraient de retour le lundi en début d'après-midi. Vincent devait être au lycée le mardi matin pour une réunion de pré-rentrée. Elle avait remarqué que Vincent avait emporté sa carte IGN du massif du Champoléon, qu'il consultait souvent avant les randonnées. Ils sont partis vers 18 heures. La circulation était fluide en sortant de Grenoble par la route Napoléon. Vincent avait l'habitude de ce trajet. Il prenait la nationale 85 en direction de Gap, puis bifurquait vers Saint-Firmin et remontait la vallée du Champoléon. Le trajet durait environ 1h30. À 19h45, Vincent s'est arrêté à la station-service Elf de Saint-Bonnet-en-Champsaur pour faire le plein. La gérante, Madame Henriette Girard, une femme de 52 ans qui tenait la station avec son mari, s'en souvenait car Julien était entré acheter un paquet de chewing-gum Hollywood et avait demandé si elle vendait des pellicules. Elle n'en avait pas en stock. Vincent avait payé 58 francs pour 32 litres de sans-plomb. Il avait discuté brièvement avec Madame Girard, mentionnant qu'ils allaient camper près du torrent de la Sévresse, à leur spot habituel. Après Saint-Bonnet, la route devenait plus sinueuse. Vincent conduisait prudemment, connaissant bien les virages serrés qui montaient vers le Val de Champoléon. À 20h30 environ, ils sont arrivés au parking de terre battue situé au bout de la route goudronnée, près du hameau de Villars-Loubière. Il y avait déjà 2 autres véhicules garés, une Peugeot 504 beige et une Citroën AX blanche. Un couple de Strasbourg, les Zimmermann, campait là depuis le mercredi. Klaus Zimmermann, 34 ans, ingénieur, et sa femme Petra, 31 ans, professeur d'allemand, faisaient une tournée des Alpes en camping-car. Ils ont vu la famille Mercier arriver et décharger leur matériel. Klaus a même aidé Vincent à sortir la grande tente. Ils ont échangé quelques mots. Vincent lui a expliqué qu'ils montaient à leur emplacement habituel, à 20 minutes de marche, près d'une clairière au bord du torrent.
Klaus lui a demandé si le sentier était bien balisé pour des enfants. Vincent l'a rassuré, précisant qu'il faisait ce trajet tous les étés depuis 4 ans. Il était presque 21 heures quand la famille a commencé la montée. Le soleil se couchait derrière les sommets, mais il faisait encore jour. Petra Zimmermann se rappelait avoir vu Sophie qui sautillait sur le sentier, impatiente, tandis que Julien marchait plus calmement, son appareil photo jetable déjà à la main. Caroline portait un sac à dos bleu marine, Vincent le plus gros sac avec les tentes. Ils ont disparu dans le virage du sentier et c'était la dernière fois que quelqu'un les a vus vivants. Le lendemain matin, samedi 26 août, les Zimmermann se sont levés tôt pour une randonnée vers le col de Gleise. En passant devant le sentier qui menait vers l'emplacement des Merciers, Klaus a remarqué que leur voiture était toujours au parking. Il n'y a pas pensé davantage, supposant qu'ils faisaient une randonnée à la journée. Le dimanche 27 août, les Zimmermann sont repartis vers 11 heures. La Renault 21 était toujours là, couverte de rosée. Petra a dit à son mari que peut-être les Merciers avaient prolongé leur séjour. Ils n'ont pas jugé nécessaire de s'inquiéter. Le lundi 28 août, Vincent ne s'est pas présenté au lycée Champollion. Sa collègue, Madame André Pelletier, professeure d'histoire, a appelé chez lui vers 9h30. Pas de réponse. Elle a trouvé cela étrange, car Vincent était toujours ponctuel, surtout pour les réunions de pré-rentrée. À 11h, le proviseur, M. Jacques Dumont, a également tenté de joindre Vincent. Toujours rien. C'est Madame Blanc, la voisine, qui a commencé à vraiment s'alarmer. Le lundi après-midi, en rentrant de ses courses, elle a remarqué que la boîte aux lettres des Merciers débordait. Le courrier du samedi n'avait pas été relevé. Elle a sonné à leur porte. Silence. Vers 16h, elle a appelé Marcel et Denise Mercier, les parents de Vincent. Marcel s'est immédiatement inquiété. Vincent l'avait appelé le jeudi soir pour lui dire qu'il partait hors de camper, mais serait rentré le lundi pour le déjeuner chez eux, comme d'habitude le dimanche, décalé d'un jour. À 17h, Marcel s'est rendu à l'appartement de la Bajatière avec un double des clés. L'appartement était vide, tout était en ordre. La vaisselle du petit déjeuner du vendredi était encore dans l'évier. À 18h15, Marcel s'est présenté à la gendarmerie de Grenoble, boulevard Maréchal Joffre. Il a expliqué la situation au brigadier-chef Daniel Roux. Vincent devait être au travail. Ils n'étaient pas rentrés de leur camping. Le téléphone sonnait dans le vide. Le brigadier-chef Roux a noté la déposition, mais a d'abord évoqué un simple retard. Marcel a insisté sur le caractère inhabituel. Vincent était quelqu'un de méthodique, qui ne manquait jamais un rendez-vous. À 20h, la gendarmerie a contacté les pompiers de Gap et la brigade de gendarmerie de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Le capitaine Yves Lemaître, responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne des Hautes-Alpes, a été prévenu. Il a immédiatement compris la gravité potentielle de la situation. 4 personnes, dont 2 enfants, dans un massif alpin où la météo pouvait changer brutalement. Le mardi 29 août au matin, à 6h30, une équipe de 12 gendarmes et pompiers s'est rendue au parking de Villars-Loubière. La Renault 21 était là, fermée, couverte de pollen et de poussière. Les gendarmes ont ouvert le véhicule avec l'accord de Marcel, qui avait fourni le double des clés. À l'intérieur, rien d'anormal. Les papiers du véhicule, une carte routière Michelin, quelques bonbons oubliés. À 7h15, l'équipe a commencé à remonter le sentier. Il faisait frais autour de 12 degrés. Le ciel était dégagé. Après 23 minutes de marche, ils sont arrivés à une clairière au bord du torrent de la Sévresse. Ce qu'ils ont découvert les a glacés. Les 2 tentes étaient montées, parfaitement installées. La grande tente des parents était ouverte. Les sacs de couchage étaient déroulés, les oreillers gonflables encore en place. Dans la tente des enfants, même configuration. Les vêtements de rechange étaient pliés dans les sacs. La glacière Coleman était fermée, posée près d'un cercle de pierres noircies où un feu avait été fait. Le réchaud à gaz était là, inutilisé. Des provisions intactes, du pain, du saucisson, du fromage. Mais aucune trace de la famille Mercier. Le capitaine Lemaître a immédiatement déclenché un plan de recherche d'envergure.
À 8h30, 54 gendarmes, pompiers et membres du peloton de gendarmerie de haute montagne ratissaient la zone. Des maîtres chiens sont arrivés de Gap vers 10h. 2 hélicoptères de la gendarmerie ont survolé la vallée toute la journée. Les chiens ont détecté des traces olfactives partant du campement vers le nord-est, en direction d'un sentier qui montait vers le col de la Sagne. Ce sentier, peu fréquenté, grimpait à 2300 mètres d'altitude. Les équipes l'ont suivi pendant des heures. Rien. Les chiens ont perdu la trace à environ 800 mètres du campement, près d'une zone rocheuse où le torrent de la Sévresse formait une petite cascade. Pendant 3 jours, les recherches se sont intensifiées. On a mobilisé jusqu'à 90 personnes simultanément. Des spéléologues ont exploré les avens et les grottes connues du secteur. Des plongeurs ont sondé les parties profondes du torrent en aval. Les hélicoptères ont photographié chaque recoin du massif. Marcel et Denise sont venus sur place, ainsi que les parents de Caroline depuis Gap. Ils ont marché avec les équipes, appelant les prénoms de leurs enfants et petits-enfants dans les vallées. Le jeudi 31 août, un gendarme a retrouvé un objet à 200 mètres du campement, près d'un éboulis. C'était un crayon de couleur bleue, de la marque que Sophie utilisait. Il était coincé entre 2 pierres. Cette découverte a orienté brièvement les recherches vers cette zone, mais rien d'autre n'a été trouvé. Les enquêteurs ont interrogé toutes les personnes qui se trouvaient dans la vallée, ce week-end-là. Les Zimmermann ont témoigné de leur rencontre avec la famille le vendredi soir. Un couple de retraités de Lyon, les Arnaud, campait plus haut dans la vallée. Ils n'avaient rien vu ni entendu d'inhabituel. Un berger, M. Auguste Charpentier, 68 ans, qui surveillait son troupeau dans les alpages au-dessus de 1800 mètres, a affirmé n'avoir croisé personne ce week-end-là. La presse locale s'est emparée de l'affaire. Le Dauphiné libéré a publié des articles quotidiens. Des photos de la famille ont circulé. Des témoignages ont afflué, certains sérieux, d'autres farfelus. Une femme à Briançon prétendait avoir vu 4 personnes correspondant à la description dans un camping-car allemand. Vérification faite, c'était une autre famille. La théorie d'un accident en montagne semblait la plus probable. Vincent connaissait bien le terrain, mais même les montagnards expérimentés pouvaient faire une chute, surtout avec des enfants. Peut-être s'étaient-ils aventurés sur un sentier dangereux, peut-être avaient-ils glissé dans une crevasse non répertoriée. Le massif du Champollion comptait des zones karstiques où des gouffres pouvaient s'ouvrir soudainement. Mais cette théorie posait un problème majeur. Pourquoi toute la famille serait-elle partie ensemble, en laissant tout leur matériel au campement? Les sacs de couchage étaient déroulés comme si quelqu'un avait dormi dedans. Les provisions n'avaient pas été touchées. Si Vincent avait prévu une randonnée, il aurait au minimum emporté de l'eau, des barres énergétiques, une carte. Rien de tout cela ne manquait au campement. Une autre hypothèse a émergé, plus sombre. Un enlèvement, mais par qui et comment? La zone était isolée, certes, mais pas complètement déserte. Les Zimmermann étaient au parking. Le berger Charpentier passait régulièrement. Pour enlever 4 personnes sans témoin, sans trace, sans lutte apparente au campement, il aurait fallu une organisation considérable. Les gendarmes ont vérifié les antécédents de toutes les personnes présentes dans la vallée. Rien de suspect. Le 7 septembre, après 10 jours de recherche intensive, le capitaine Lemaître a dû se résoudre à réduire les effectifs. On est passé de 90 à 20 personnes. Les recherches se sont poursuivies de manière plus sporadique pendant tout le mois de septembre. Chaque week-end, des équipes remontaient dans le Val de Champollion. En octobre, avec les premières neiges, les recherches sont devenues impossibles. Le procureur de la République de Gap, maître Philippe Armand, a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. L'affaire a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Les enquêteurs ont épluché la vie des Mercier. Leurs comptes bancaires n'ont montré aucune activité suspecte. Pas de retrait important avant le départ. Pas de dette, pas de menaces. Vincent et Caroline n'avaient aucun ennemi connu. Les collègues de Vincent au lycée Champollion ont tous décrit un homme stable, apprécié, passionné par son travail. Ses élèves l'adoraient. Aucun conflit avec la direction,
Aucun problème disciplinaire. Caroline, au CHU, jouissait de la même réputation. Ses supérieurs la considéraient comme une infirmière dévouée, compétente. Ses collègues la décrivaient comme quelqu'un de jovial, toujours prêt à aider. Les enquêteurs ont aussi interrogé les familles. Marcel et Denise ont ouvert leur maison aux gendarmes. Ils ont montré les photos de famille, les lettres, les bulletins scolaires des enfants. Tout semblait normal. Trop normal peut-être. Henri et Monique Fontaine, à Gap, ont fait de même. Ils ont expliqué que Caroline les appelait tous les dimanches. La dernière fois, c'était le dimanche 20 août. Elle était heureuse, parlait du camping prévu pour le week-end suivant. Les mois ont passé. L'hiver 1989 a recouvert les Alpes de neige. Le printemps 1990 a fait fondre cette neige, révélant les alpages. Des équipes de gendarmes et de bénévoles ont repris les recherches en mai. Ils ont parcouru chaque sentier, chaque ravin, chaque zone accessible. Rien. Marcel et Denise Mercier ont vieilli de 10 ans en quelques mois. Marcel a pris sa retraite anticipée en décembre 1989. Il ne supportait plus d'aller à la cimenterie, de faire semblant que tout allait bien. Denise a développé des insomnies chroniques. Leur médecin leur a prescrit des anxiolytiques. Tous les week-ends, il montait dans le Val de Champolléon, marchait sur les sentiers, appelait les prénoms de Vincent, Julien et Sophie dans le vide. Le campement a été laissé en place pendant 6 mois, dans l'espoir que la famille revienne. En mars 1990, les gendarmes ont finalement démonté les tentes et récupéré les affaires. Tout a été entreposé dans un dépôt de la gendarmerie de Gap. Marcel et Denise ont récupéré certains objets personnels. Les vêtements de Julien et Sophie, les carnets de Julien, les dessins de Sophie. Chaque objet était une torture. Le temps a fait son œuvre cruelle. En 1991, l'affaire est passée des premières pages des journaux aux entrefilets. En 1992, on n'en parlait plus. Grenoble avait d'autres préoccupations, d'autres faits divers. Seuls les proches n'oubliaient pas. Henri Fontaine est décédé d'un infarctus en 1993. Le médecin a parlé de cause naturelle, mais Monique savait que son mari était mort de chagrin. La quincaillerie a été vendue. Monique est allée vivre chez sa sœur à Sisteron. Elle refusait de rester à Gap, chaque rue lui rappelant Caroline enfant. Les anniversaires étaient des calvaires. Chaque 25 août, Marcel et Denise montaient au Val de Champolléon. Ils déposaient des fleurs à l'emplacement de l'ancien campement. Parfois, ils croisaient des randonneurs qui ne savaient rien de l'histoire. Ces gens riaient, prenaient des photos, profitaient de la beauté des Alpes. Marcel et Denise rentraient chez eux en silence. En 1995, Marcel a eu un accident vasculaire cérébral. Il s'en est sorti, mais avec des séquelles. Son bras gauche était partiellement paralysé. Il ne pouvait plus monter dans les sentiers de montagne. Denise y allait seule, portant les bouquets de fleurs pour 4 personnes disparues. Les enquêteurs n'ont jamais classé l'affaire, mais elle est devenue ce qu'on appelle une affaire froide. Le dossier, épais de plusieurs centaines de pages, reposait dans les archives de la gendarmerie. De temps en temps, un nouvel enquêteur le consultait, cherchait un angle inexploré, mais les années passaient sans révélation. En 2000, Denise a fait installer une plaque commémorative au cimetière de Saint-Martin-d'Hères, 4 noms gravés dans le granit noir. Vincent Mercier, Caroline Mercier, Julien Mercier, Sophie Mercier. Pas de date de décès, juste une inscription. Disparue dans les Alpes, août 1989, jamais oubliée. Elle y allait tous les dimanches, comme elle allait au déjeuner familial avant. La Renault 21, récupérée par les gendarmes, avait été restituée à Marcel en 1990. Il ne l'a jamais fait réparer ni utiliser. Elle est restée dans son garage, couverte d'une bâche, comme un fantôme de la vie d'avant. En 2002, il l'a finalement vendue à un ferrailleur. Il ne pouvait plus la voir. L'été 2004 a été marqué par des précipitations exceptionnelles dans les Alpes. Entre le 15 et le 20 juillet, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie en une semaine sur le massif du Champolléon. Les torrents sont sortis de leur lit, les chemins de randonnée ont été emportés par endroits. Le 22 juillet,
un glissement de terrain majeur s'est produit sur le versant nord du col de la Sagne, à environ 1000 mètres au nord-est de l'ancien campement des Merciers. Ce glissement de terrain a emporté plusieurs tonnes de roches et de terre, bloquant partiellement le torrent de la Sévresse en amont. Les autorités du département des Hautes-Alpes ont craint la formation d'un lac de retenue qui pourrait céder brutalement et inonder la vallée en aval. Le 24 juillet, le préfet a ordonné des travaux d'urgence pour dégager le cours d'eau et sécuriser la zone. Une équipe de l'ONF, l'Office national des forêts, accompagnée d'ouvriers municipaux et de géologues, s'est rendue sur place le 25 juillet. Parmi eux se trouvait Christophe Reynaud, un technicien forestier de 32 ans basé à Gap. Christophe connaissait bien le Val de Champolléon. Il y avait travaillé sur plusieurs chantiers de reboisement et de prévention des risques naturels. Les travaux ont commencé à 7 heures du matin. Une pelleteuse mécanique avait été héliportée sur le site. L'objectif était de dégager les blocs rocheux qui obstruaient le torrent et de créer un chenal d'évacuation pour l'eau. Vers 10h30, alors que la pelleteuse retirait un amas de terre et de pierres, l'opérateur Didier Fabre, 45 ans, a stoppé sa machine. Il avait aperçu quelque chose dans la boue, une forme rectangulaire, jaune et bleue, partiellement enfouie. D'abord, il a pensé à un déchet, peut-être un emballage laissé par des randonneurs. Mais en descendant de sa pelleteuse pour voir de plus près, il a réalisé que c'était un objet plus ancien. Il a appelé Christophe Reynaud. Christophe s'est approché, a examiné l'objet. C'était un appareil photo jetable, Kodak FunSaver, un modèle qui existait dans les années 90. Le plastique jaune était décoloré, fissuré par endroits. La lentille était opaque, couverte d'une croûte de calcaire. L'appareil était coincé dans ce qui semblait être un ancien dépôt alluvial, probablement charrié par le torrent lors d'une crue ancienne puis recouvert de sédiments au fil des ans. Christophe a sorti l'appareil avec précaution. Il était lourd, gorgé d'eau et de boue. Au dos, à travers la saleté, on distinguait encore le compteur de pauses. 27 pauses avaient été prises sur les 27 disponibles. L'appareil avait été utilisé entièrement. Un des géologues présents, M. Laurent Dumas, 54 ans, a remarqué quelque chose d'intéressant. La couche de sédiments dans laquelle l'appareil avait été trouvé datait probablement d'au moins 10 à 15 ans, à en juger par la stratification visible dans la coupe du terrain révélée par le glissement. Cela signifiait que l'appareil avait été déposé là ou emporté par le torrent au moins une décennie auparavant. Christophe a immédiatement pensé à l'affaire Mercier. Il n'était qu'adolescent en 1989, mais il se souvenait des recherches, des hélicoptères qui survolaient la vallée pendant des semaines. Tout le monde dans la région connaissait cette histoire. Une famille entière disparue sans laisser de traces. Et maintenant, 15 ans plus tard, un appareil photo surgissait de la terre à proximité de la zone de disparition. À 11h15, Christophe a contacté la gendarmerie de Saint-Bonnet-en-Champsaur par radio. Il a expliqué la situation. Le brigadier-chef qui a pris l'appel, Pascal Mounier, a immédiatement compris l'importance potentielle de cette découverte. À midi, 2 gendarmes sont arrivés sur le site en quad tout-terrain. L'appareil photo a été placé dans un sac plastique scellé. Les gendarmes ont pris des photos de l'emplacement exact où il avait été trouvé. Ont noté les coordonnées GPS, ont interrogé les témoins présents. Didier Fabre a confirmé qu'il n'avait touché à rien d'autre, que l'appareil était isolé, qu'il n'y avait pas d'autres objets visibles dans les décombres immédiats. À 15 heures, l'appareil photo était à la gendarmerie de Gap. Le commandant de la compagnie, le commandant Thierry Marchand, a examiné l'objet avec attention. Il a consulté les archives de l'affaire Mercier. Dans l'inventaire des affaires retrouvées au campement en 1989, il n'y avait aucune mention d'appareil photo jetable. Cependant, dans les témoignages, Petra Zimmermann avait déclaré avoir vu Julien Mercier avec un appareil photo à la main en arrivant au parking. Plus troublant encore, dans le dossier, il y avait une note d'un gendarme qui avait fouillé le sac à dos de Julien au campement. Il mentionnait la présence de carnets de notes sur les plantes, de stylos,
mais aussi une phrase « Emplacement prévu pour appareil photo vide ». Cela signifiait que Julien avait emporté ses appareils jetables, mais qu'il n'était plus dans son sac quand les gendarmes avaient découvert le campement. Le commandant Marchand a pris une décision. L'appareil devait être développé, malgré son état. Il a contacté le laboratoire de la police scientifique de Grenoble. Le lendemain 26 juillet, un technicien spécialisé, M. Éric Valentin, 38 ans, expert en photographie judiciaire, est venu chercher l'appareil. Dans son laboratoire à Grenoble, Éric Valentin a d'abord examiné l'appareil sous lumière rasante et au rayon X. La pellicule à l'intérieur était toujours présente, étonnamment. Le boîtier, bien qu'endommagé, avait protégé la pellicule de la lumière directe. Cependant, l'eau et l'humidité avaient probablement altéré l'émulsion. Les chances d'obtenir des images exploitables étaient minces. Éric Valentin a travaillé pendant 3 jours. Il a ouvert l'appareil dans l'obscurité totale de sa chambre noire, a extrait la pellicule avec des gants chirurgicaux. La pellicule était collante, partiellement dégradée. Il a utilisé un procédé de développement spécial, adapté aux pellicules anciennes et endommagées, avec des bains de révélateurs à température contrôlée et des fixateurs renforcés. Le 29 juillet au soir, il a obtenu ses premiers résultats. Sur les 27 poses, 14 étaient complètement illisibles, détruites par l'eau. Mais 13 images étaient partiellement visibles, certaines floues, d'autres étonnamment nettes compte tenu des circonstances. Éric Valentin a numérisé ces 13 photos avec un scanner haute résolution, puis les a traitées avec des logiciels de restauration d'images pour améliorer la lisibilité. Le 30 juillet à 9 h du matin, il a présenté les résultats au commandant Marchand et au capitaine Lemaître, qui avait dirigé les recherches en 1989 et était maintenant commandant en second du groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes. Les 2 hommes se sont installés dans une salle de réunion sécurisée. Éric Valentin a projeté les 13 photos sur un écran. Ce qu'ils ont vu les a bouleversés. Les premières photos montraient des scènes banales, touchantes. Photo numéro 1, la famille Mercier dans leur appartement de Grenoble, probablement prise le vendredi 25 août avant le départ. Vincent souriait, tenant les clés de la voiture. Caroline vérifiait le contenu de la glacière. On voyait le salon en arrière-plan, le canapé marron, la bibliothèque remplie de livres. Photo numéro 2, prise depuis la voiture en mouvement. On distinguait la route de montagne, les sommets des Alpes au loin. L'angle suggérait que Julien avait photographié à travers la vitre passager. Photo numéro 3, le parking de Villars-Loubière. On voyait la Renault 21 garée, le camping-car des Zimmermann à l'arrière-plan. L'heure visible sur l'horloge du tableau de bord, partiellement visible, en reflet dans le rétroviseur, indiquait 20 h 47. Photo numéro 4, le début du sentier. Sophie marchait devant, son sac à dos sur les épaules. Les arbres bordaient le chemin. La lumière du soir créait des ombres longues. Photo numéro 5, l'arrivée au campement. Caroline et Vincent montaient la grande tente. On voyait la clairière, le torrent en arrière-plan. Cette photo correspondait exactement à la scène que les gendarmes avaient trouvée en août 1989. Photo numéro 6, prise le lendemain matin apparemment. Le ciel était clair. Sophie dessinait, assise sur une pierre plate. Julien avait capturé sa sœur concentrée sur son carnet. Photo numéro 7, une vue panoramique de la vallée. Les sommets enneigés se découpaient sur le ciel bleu. Cette photo était magnifique, bien composée. On sentait le talent naissant de Julien pour la photographie. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais c'est à partir de la photo numéro 8 que l'atmosphère changeait. Photo numéro 8 montrait Vincent et Caroline debout près du torrent. Mais leur visage exprimait quelque chose de différent. Ils ne souriaient pas. Ils regardaient vers le haut, vers l'amont du torrent. Leur posture était tendue. Vincent pointait du doigt quelque chose hors cadre. Photo numéro 9 était floue, prise en mouvement. On distinguait le torrent de l'eau blanche, des éclaboussures. L'appareil avait bougé, comme si Julien avait couru en photographiant. Photo numéro 10 montrait un détail troublant.
C'était une vue rapprochée du torrent, plus haut en amont. L'eau était agitée, mousseuse, mais ce n'était pas l'eau qui attirait l'attention. Sur la rive droite, coincé entre deux rochers, il y avait ce qui ressemblait à un sac à dos rouge. Un sac à dos qui ne faisait pas partie de leur équipement. Le commandant Marchand a figé l'image, l'a agrandi. Oui, c'était définitivement un sac à dos. De marque Quechua, un modèle courant dans les années 90. Rouge vif, avec des sangles noires. Qu'est-ce qu'un sac à dos faisait là, dans cette partie isolée du torrent? Photo numéro 11 était la plus nette de la série suivante. Elle montrait toute la famille, mais cette fois prise en mode retardateur ou par quelqu'un d'autre. Impossible de savoir. Ils étaient tous les quatre debout près du torrent, à l'endroit où le sac à dos rouge était visible. Vincent tenait quelque chose dans ses mains. En agrandissant l'image, Éric Valentin a identifié l'objet. C'était une chaussure de randonnée, une chaussure d'enfant, marron, de petite taille. Photo numéro 12 montrait Vincent qui descendait vers le bord du torrent, retenu par une corde que Caroline tenait. L'image suggérait qu'il essayait d'atteindre quelque chose dans l'eau ou sur les rochers. Julien et Sophie regardèrent depuis la rive, Sophie agrippée au bras de son frère. Photo numéro 13, la dernière image récupérable, était la plus bouleversante. Elle montrait Vincent et Caroline au bord du torrent, Vincent tenant dans ses bras ce qui semblait être un corps, un petit corps. L'image était partiellement floue à cause de l'eau et du mouvement, mais on distinguait des vêtements trempés, des cheveux blonds, collés. Et au premier plan, flou mais identifiable, le visage de Julien qui prenait la photo. Son expression était figée, choquée. Le commandant Marchand a éteint le projecteur. Le silence dans la salle était absolu. Le capitaine Lemaître, qui avait passé des semaines à chercher cette famille 15 ans plus tôt, avait les yeux humides. Éric Valentin a rompu le silence. Il y avait autre chose. En analysant la dernière photo, avec des filtres spéciaux, il avait remarqué un détail en arrière-plan. Sur la rive opposée du torrent, à demi cachée par les rochers et la végétation, on distinguait une forme. Une forme qui ressemblait à une tente ou un abri de fortune. Bleue et grise, ce n'était pas la tente des Merciers qui était verte et orange selon l'inventaire. Le commandant Marchand a immédiatement contacté le procureur de Gap. À 15 heures le même jour, une nouvelle équipe de recherche était constituée. Direction, le Val de Champoléon, zone en amont de l'ancien campement des Merciers, secteur du col de la Sagne. Le 31 juillet, une équipe de 15 gendarmes, accompagnée de Christophe Reynaud, qui connaissait le terrain après le glissement, et du capitaine Lemaître, a remonté le torrent de la Sévresse. Ils sont partis de l'emplacement de l'ancien campement, ont suivi le cours d'eau vers l'amont. Après environ 1200 mètres de progression difficile sur les rochers glissants et à travers la végétation dense, ils sont arrivés dans une zone que le glissement de terrain de juillet avait partiellement déblayée. C'était un petit cirque naturel, entouré de falaises de 15 à 20 mètres de hauteur. Le torrent entrait dans ce cirque par une cascade, descendant d'une hauteur d'environ 12 mètres. La cascade créait un bassin naturel, profond, avec un courant violent. Autour du bassin, des rochers énormes, des éboulis, une végétation épaisse. Sur la rive nord du bassin, partiellement dissimulé par un surplomb rocheux que le glissement avait révélé en emportant une partie du talus, les gendarmes ont découvert quelque chose qui les a glacés. Les restes d'un campement. Mais pas le campement des Merciers, un autre campement. Il y avait les restes décomposés d'une tente bleue et grise, déchirée, rongée par les années et les intempéries. Des morceaux de tissu pendaient sur une structure de piquets rouillés, à côté des objets éparpillés, un sac de couchage pourri, réduit à des lambeaux, des boîtes de conserve rouillées, des emballages de nourriture décomposés, un réchaud à gaz renversé, et coincé entre deux pierres, un sac à dos rouge Quechua, le même que sur la photo numéro 10. Le capitaine Lemaître a ordonné de sécuriser la zone. Personne ne devait toucher à rien. Une équipe de la police scientifique a été appelée. En attendant leur arrivée, les gendarmes ont commencé à examiner les environs sans rien déplacer. C'est le gendarme adjoint volontaire Mathieu Garnier, 23 ans, qui a fait la découverte suivante.
À environ 10 mètres du campement décomposé, au pied de la falaise nord, partiellement recouvert par des fougères et de la mousse, il y avait un amas de pierres qui ne semblait pas naturel. Les pierres étaient empilées de manière trop régulière, trop intentionnelle. Avec l'autorisation du capitaine Lemaître et sous la supervision d'Éric Valentin qui était arrivé entre-temps, ils ont commencé à retirer les pierres une par une. Sous les pierres, il y avait de la terre. Sous la terre, à environ 30 centimètres de profondeur, ils ont trouvé un tissu. Du tissu orange, décomposé mais reconnaissable. Un blouson d'enfant. Éric Valentin a arrêté les fouilles. Il fallait attendre l'équipe médico-légale complète. Le 1 août au matin, 3 médecins légistes de l'Institut médico-légal de Grenoble sont arrivés, accompagnés de techniciens. Sous leur supervision, les fouilles ont repris. À 11h23, ils ont exhumé les premiers restes humains. Des ossements petits, appartenant manifestement à un enfant. Les médecins légistes ont travaillé avec une précision chirurgicale. Progressivement, ils ont découvert un squelette complet. Un enfant d'environ 7 à 10 ans. Impossible de préciser davantage, sans analyse approfondie. Les vêtements retrouvés avec le squelette ont été identifiés. Un blouson orange de marque Décathlon, un pantalon de randonnée bleu, des sous-vêtements. Dans la poche du blouson, il y avait une étiquette cousue avec un nom écrit au feutre indélébile, comme les parents le faisaient pour les vêtements de leurs enfants. Le nom était partiellement effacé, mais lisible. A. Petit. Le commandant Marchand, présent sur place, a immédiatement consulté les archives sur son ordinateur portable relié par satellite. Il a cherché dans les dossiers de disparition non résolus dans les Alpes, entre 1980 et 1990. Et il a trouvé Alain Petit, 8 ans, disparu le 20 août 1989, 5 jours avant l'arrivée de la famille Mercier. Disparu avec ses parents, Monsieur et Madame Christiane et Bernard Petit, lors d'une randonnée dans le massif du Champolléon. Leur voiture avait été retrouvée au même parking de Villars-Loubière. Leur campement, jamais localisé. L'affaire avait été éclipsée par la disparition des Mercier une semaine plus tard. Les fouilles ont continué. À 15h, ils ont trouvé un deuxième squelette. Adulte cette fois, une femme, d'après les premières estimations des médecins légistes. À 17h40, un troisième squelette, un homme adulte. 3 corps, la famille Petite au complet, mais pas de traces des Mercier. Le commandant Marchand a reconstitué la chronologie avec les éléments dont il disposait. La famille Petit était arrivée dans le Val de Champolléon autour du 18 août 1989. Ils avaient apparemment campé dans ce cirque isolé, loin des zones habituelles. Quelque chose s'était produit. Un accident. Les médecins légistes, après examen préliminaire des squelettes, ont détecté des fractures multiples sur les 2 adultes, compatibles avec une chute de grande hauteur. La théorie qui a émergé était la suivante. La famille Petit avait installé son campement dans ce cirque. Peut-être avait-il voulu explorer la cascade, escalader les rochers. Une chute s'était produite. Les parents étaient morts ou gravement blessés. Le petit Alain s'était retrouvé seul, terrorisé, dans ce lieu isolé. Il avait essayé de survivre avec les provisions du campement. Mais combien de temps un enfant de 8 ans peut-il survivre seul en montagne? Probablement pas longtemps. Les médecins légistes ont trouvé son squelette à quelques mètres de ceux de ses parents, comme s'il s'était blotti contre eux après leur mort. Et puis, 5 jours après la mort probable des petits, la famille Mercier était arrivée pour leur week-end de camping habituel. Le samedi 26 août, ils avaient fait une randonnée. Julien, avec son appareil photo, avait photographié la nature. Et en remontant le torrent, ils avaient découvert le campement des petits. Ils avaient vu le sac à dos rouge, la chaussure d'enfant dans l'eau, et probablement les corps. Vincent, professeur de géographie, connaisseur de la montagne, avait compris immédiatement. Il avait dû descendre, vérifier. Caroline, infirmière, avait peut-être essayé de prodiguer des soins, avant de constater que c'était trop tard. Les photos montraient Vincent tenant un corps, le corps du petit Alain. Mais que s'était-il passé ensuite?
Pourquoi les Mercier n'étaient-ils pas redescendus immédiatement pour alerter les secours? Le capitaine Lemaître a demandé aux médecins légistes d'examiner la zone avec encore plus d'attention. Le 2 août, ils ont fait une découverte capitale. Sur la falaise qui surplombait le bassin naturel, à environ 8 mètres de hauteur, ils ont trouvé des traces, des éraflures sur la roche compatibles avec des chaussures de randonnée et, coincé dans une fissure, un morceau de tissu vert. Le même vert que la tente des Mercier. Éric Valentin, avec un alpiniste expérimenté, est monté examiner la falaise. À mi-hauteur, il y avait une corniche, large d'environ 2 mètres. Sur cette corniche, des traces d'activité humaine. Des empreintes de chaussures dans la poussière protégée par le surplomb, conservées pendant 15 ans. Et surtout, dans une anfractuosité de la roche, quelque chose de brillant. Éric l'a attrapé avec précaution. C'était une petite barrette à cheveux, bleue, décorée de fleurs. Le genre de barrette qu'une petite fille de 9 ans porterait. Le genre de barrette que Sophie Mercier portait sur les photos retrouvées dans l'appartement de Grenoble. La reconstitution devenait claire, terriblement claire. La famille Mercier avait découvert les corps de la famille Petit. Choqués, bouleversés, ils avaient essayé de comprendre ce qui s'était passé. Vincent, en examinant la falaise, avait peut-être voulu voir si quelqu'un était coincé en hauteur, si quelqu'un avait besoin d'aide. Il était monté sur la corniche. Caroline et les enfants l'avaient peut-être suivi. Et là, sur cette corniche à 8 mètres de hauteur, quelque chose s'était produit. Les géologues ont examiné la roche. Elle était friable à cet endroit, constituée de calcaire altéré. Des fissures étaient visibles. Le surplomb était instable. En 1989, il devait l'être encore plus. Une famille de 4 personnes, marchant sur une corniche instable, après un été particulièrement sec qui avait fissuré la roche. Le 3 août, les équipes ont concentré leurs recherches au pied de la falaise, dans le bassin naturel et autour. Le bassin était profond, environ 5 mètres. L'eau était trouble, le courant fort. Les plongeurs de la gendarmerie sont intervenus. À 14h37, le premier plongeur, l'adjudant-chef Sébastien Moreau, 36 ans, est remonté. Il avait trouvé quelque chose au fond du bassin. Des ossements, humains, coincés entre des rochers immergés. Les plongeurs ont travaillé pendant 3 heures. Ils ont remonté des fragments de squelettes, 4 squelettes au total. Les médecins légistes ont examiné les restes. 2 adultes, un homme et une femme, 2 enfants, un garçon d'environ 12 ans et une fille d'environ 9 ans. Les ossements portaient des marques de traumatisme massif, compatibles avec une chute de grande hauteur sur des rochers. Certains os étaient fracturés en plusieurs endroits. Les crânes présentaient des fractures sévères. Avec les ossements, d'autres objets ont été remontés. Des lunettes à monture métallique, identiques à celles que Vincent portait, une montre Casio, modèle F81W, très populaire à la fin des années 80, un pendentif en argent en forme de cœur que Denise Mercier avait offert à Caroline pour leur 10e anniversaire de mariage, des lambeaux de vêtements décomposés mais dont les couleurs étaient encore partiellement identifiables. Et puis, un objet qui a confirmé définitivement l'identification. Un carnet miraculeusement protégé dans une poche étanche d'un sac à dos retrouvé avec les ossements. Le carnet de Julien. Ses notes sur les plantes alpines. Ses dessins. Son écriture enfantine. Les pages étaient gondolées, l'encre bavée mais lisible. La dernière page contenait une note, datée du 26 août 1989. Nous avons trouvé des gens morts près du torrent. Papa dit qu'on doit aller chercher de l'aide. Mais pour descendre plus vite, on va passer par le haut de la cascade. Maman dit que c'est dangereux, mais papa connaît le chemin. C'était la dernière chose que Julien avait écrite. Les analyses ADN, effectuées sur les ossements retrouvés dans le bassin et comparées aux échantillons fournis par Marcel et Denise Mercier, ainsi que par Monique Fontaine, ont confirmé à 99,9% que les 4 squelettes appartenaient à Vincent, Caroline, Julien et Sophie Mercier. Les médecins légistes ont établi que la mort était survenue entre le 26 et le 28 août 1989, compatible avec la chronologie connue.
La cause du décès, pour les 4 personnes, était un traumatisme crânien massif et des fractures multiples résultant d'une chute d'environ 8 à 10 mètres sur des rochers. La mort avait dû être instantanée, ou presque. Le procureur de Gap a ordonné une reconstitution complète. Avec des alpinistes professionnels, des géologues et des enquêteurs, ils ont reconstitué les derniers moments de la famille Mercier. Le samedi 26 août 1989, probablement en fin de matinée, la famille avait quitté leur campement pour une randonnée d'exploration en amont du torrent. Julien photographiait la nature. En remontant le cours d'eau, à environ 1200 mètres de leur campement, ils étaient arrivés dans le cirque isolé. Là, ils avaient découvert le campement abandonné de la famille Petit. Ils avaient vu les signes d'un drame, le sac à dos dans le torrent, la chaussure d'enfant. En explorant, Vincent avait probablement trouvé les corps des petits, morts depuis 5 jours. Caroline, en tant qu'infirmière, avait constaté les décès. Choqués, confrontés à cette tragédie, ils avaient dû décider quoi faire. Redescendre par où ils étaient venus signifiait 1 heure de marche difficile avec les enfants traumatisés par la découverte. Vincent, consultant sa carte IGN, avait peut-être remarqué qu'en passant par le haut de la cascade, il pourrait rejoindre un sentier qui descendait plus directement vers la vallée, réduisant le trajet de moitié. C'était une erreur fatale. Vincent connaissait bien la montagne, mais il ne connaissait pas cette zone spécifique. La corniche qui permettait de contourner le haut de la cascade semblait praticable. Elle l'était peut-être, pour une personne seule et prudente, mais pour une famille de 4, dont 2 enfants, marchant sur une roche friable, instable, fissurée par la sécheresse de l'été. La corniche avait cédé. Peut-être toute la famille était-elle dessus en même temps. Peut-être s'étaient-ils écrasés les uns après les autres alors que la roche se désintégrait sous leurs pieds. Les témoignages silencieux des ossements suggéraient qu'ils étaient tombés ensemble, ou à quelques secondes d'intervalle. Ils étaient tombés dans le bassin. L'eau, profonde et violente, les avait happés. Leurs corps, fracassés par la chute, avaient été emportés par le courant, puis coincés entre les rochers immergés au fond du bassin. Le courant, au fil des jours, des mois, des années, avait recouvert les corps de sédiments, les cachant au regard. L'appareil photo jetable de Julien, peut-être tombé de sa poche lors de la chute, avait été emporté par le torrent en aval. Il avait fini par se coincer dans un dépôt alluvial, puis avait été recouvert de sédiments au fil des crues. 15 ans plus tard, le glissement de terrain de juillet 2004 l'avait révélé, remettant en lumière le secret enfoui. Quant au campement des Merciers, en aval, il était resté intact. Personne n'était revenu. Les tentes montées, les sacs de couchage déroulés, les provisions intactes, tout attendait un retour qui ne s'est jamais produit. Le 8 août 2004, Marcel et Denise Mercier ont été convoqués à la gendarmerie de Grenoble. Le commandant Marchand et le capitaine Lemaître leur ont annoncé la nouvelle. 15 ans d'attente, 15 ans d'espoir fou qu'ils reviendraient peut-être, se sont effondrés en quelques phrases prononcées avec douceur mais fermeté. Denise s'est effondrée. Marcel est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis il a demandé à voir les photos. Malgré les avertissements des gendarmes, il a insisté. Il voulait voir les derniers moments de son fils et de sa famille. Le commandant Marchand a accepté, montrant uniquement les photos 1 à 7, celles qui montraient la famille heureuse, vivante. Marcel a pleuré devant ces images, ces instants volés au temps, ces derniers souvenirs visuels de personnes qu'il ne reverrait jamais. Monique Fontaine, prévenue à Sisteron, est venue immédiatement. Elle avait 73 ans maintenant. Le chagrin de perdre sa fille, qu'elle portait depuis 15 ans sans vraiment savoir, devenait une certitude atroce. Mais il y avait aussi, étrangement, un soulagement. Savoir. Enfin, savoir. Les obsèques ont eu lieu le 23 août 2004, la veille du 15e anniversaire de la disparition. 4 cercueils blancs dans l'église Saint-Martin de Saint-Martin-d'Air. Toute la communauté de Grenoble était présente. Les anciens collègues de Vincent, les anciennes collègues de Caroline, les camarades de classe de Julien et Sophie, devenus adultes. Les Zimmermann,
Klaus et Petra sont venus d'Allemagne. Madame Girard, de la station-service de Saint-Bonnet, était là aussi. Le prêtre, dans son homélie, a parlé d'une famille aimante, qui avait voulu aider, qui avait découvert une tragédie, et qui, en essayant de faire ce qu'il fallait, avait été victime d'une autre tragédie. Il a parlé de la fragilité de la vie, de la montagne magnifique mais impitoyable, de l'amour qui unit les familles même dans la mort. Marcel est décédé 3 mois plus tard, en novembre 2004, crise cardiaque. Le médecin a parlé de causes naturelles, mais tout le monde savait. Il avait attendu 15 ans pour savoir. Maintenant qu'il savait, il n'avait plus de raison de lutter. Il est enterré à côté de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Denise lui a survécu jusqu'en 2008. Elle allait au cimetière tous les jours, parlait à sa famille disparue, leur racontait les nouvelles du monde qu'il ne connaîtrait jamais. Elle s'est éteinte dans son sommeil, à 85 ans. Sa sœur l'a trouvée le matin, paisible, un sourire sur les lèvres. Sur sa table de nuit, il y avait une des photos retrouvées, celle montrant Vincent, Caroline, Julien et Sophie dans leur salon le jour du départ, souriant, plein de vie. Monique Fontaine a continué à vivre à Sisteron. Elle a créé une petite association en mémoire de Caroline qui offre des bourses aux étudiantes en soins infirmiers des Hautes-Alpes. Elle dit que c'est sa façon de garder sa fille vivante, de transformer le chagrin en quelque chose d'utile. La famille Petite a également eu droit à des obsèques dignes, 15 ans après leur mort. Leurs proches, qui vivaient dans la région parisienne, sont venus. Ils avaient eux aussi attendu, espéré, souffert. La découverte des Merciers avait permis de résoudre 2 tragédies simultanément. Le Val de Champolléon a installé 2 plaques commémoratives, une au parking de Villars-Loubière, à la mémoire de la famille Petit et de la famille Mercier, disparue en août 1989. Une autre près du cirque, là où tout s'est terminé. Les randonneurs qui passent par là s'arrêtent, lisent, réfléchissent. Le sentier qui menait à la corniche mortelle a été fermé, condamné. Des panneaux avertissent des dangers. La nature a repris ses droits. Les fougères ont recouvert les traces. Le torrent continue de couler, indifférent, charriant ses eaux glacées vers la vallée. Cette histoire nous montre à quel point la frontière entre la vie et la mort peut être mince en montagne. Une décision prise dans l'urgence, avec les meilleures intentions, peut avoir des conséquences tragiques. La famille Mercier voulait aider, voulait alerter les secours le plus rapidement possible. Ils ont payé cette générosité de leur vie. Qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous remarqué les signes de danger sur cette corniche? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus de la montagne. Parfois, les réponses sont enfouies pendant des années, attendant qu'un glissement de terrain, un hasard, les ramène à la lumière.